qui fait exclusivement pour l'instant des transitions en CELARL pour les cabinets libéraux médicaux. Voilà, j'arrête là pour l'instant pour faire le tour de table si tu veux, et puis après, comme ça, j'enchaînerai dessus. Ok, ça marche. Vincent Martin, qui êtes-vous? Moi, c'est Vincent, je suis du Mans et je suis podologue à la base. Ok, ça marche. Bienvenue. Jordi? Et bonjour à tous, donc je m'appelle Jordi, je suis de Bordeaux pour le coup, moi, et je travaille sur Bordeaux Centre, et je suis kiné. Ok, ça marche. Valentin? Bonjour à tous, moi aussi je suis kiné sur Bordeaux. Ok, ça marche. Alors, il y a un micro là qui fait un peu de bruit. Hop. Alors, Sylvain, du coup? Alors, François a peu parlé pour moi, donc Sylvain dans l'Est. Yes. Et je commence à travailler avec François donc pour Medoptime en tant qu'apporteur d'affaires. D'accord, ok, ça marche. Maxime, du coup, là, je t'ai pas entendu, je te vois pas. Est-ce que tu nous entends? Ah ok, Maxime, il a écrit. Donc Maxime, voilà, il est kiné, du coup. Enfin, je vais le présenter à l'oral. Donc, il est kiné sur ce nom, du coup. Donc voilà, je le connais parce qu'on a bossé ensemble pendant 2 ans. Donc, kiné libéral aussi. Et tu entends tout. Ok, c'est parfait, Maxime, c'est top. Ensuite, on a Dupuis. Je crois que c'est Ambre, ton prénom, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu nous entends? Allô, allô? Alors, logiquement, j'ai activé ton micro. Oui, c'est bon, ok, tu nous entends. Parfait. Mais si tu peux nous mettre limite par écrit qui tu es, ce que tu fais, ça serait top. Et du coup, en attendant, on va présenter d'autres personnes. Donc, on a aussi Charles, du coup, qui est là. Par contre, en fait, vous écrivez tous, mais c'est que vous avez pas le micro, du coup, ou... Ami de Violaine et avocat. D'accord, ok, ça marche. Et on a, du coup, Margot. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, c'est bon, je vous entends. Yes. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Du coup, donc Margot et Thomas, on est tous les deux kinés sur la région bordelaise. Ok, ça marche. Bon, mais du coup, bienvenue à tous. Alors, attends, il y a Ambre qui nous dit, désolé, je n'arrive pas à activer le micro. Aussi avocate à Bordeaux. D'accord, ok, bah, écoute, bienvenue. Parce que là, c'est vrai qu'il y a des personnes que je ne connais pas. Donc, déjà, merci de participer à cette réunion, c'est top. Et du coup, bienvenue à tous. Donc, bah, ce qu'on va faire, bah, vu que donc, le but, c'était vraiment de présenter Medoptime et du coup, bah, comment on va dire optimiser ses revenus de profession libérale en créant une CELARL. Mais du coup, bah, je vais te laisser présenter tout ça. François, si tu veux bien. Ok, très bien. Alors, bonjour à tous. Donc, comme je disais tout à l'heure, je m'appelle François Pinturo. Je suis depuis l'année dernière directeur de la société Medoptime, que j'ai créée avec mon associé Violaine de Filippi, qui donc du coup a arrêté d'être avocate pour se concentrer sur cette société, vu qu'on ne peut pas être dirigeant d'entreprise et en même temps être avocat. Et du coup, qui a eu cette idée brillante, vu qu'en tant qu'avocate, elle avait fait plusieurs transitions d'entreprises individuelles pour des cabinets d'entreprises libéraux de l'entreprise individuelle vers la CELARL, en voyant tous les avantages que ça apportait, se demander pourquoi aujourd'hui encore la plupart des professionnels libéraux étaient inscrits en tant qu'entrepreneurs individuels. Quand on travaille comme libéral, donc comme kiné, médecin, infirmier, ce qu'on veut, indépendant, on est quasiment toujours installé en entreprise individuelle pour souvent d'ailleurs à cause d'un manque peut-être de connaissances des experts comptables au sujet des avantages de la CELARL, parce que la transition en CELARL finalement est un montage qui requiert souvent plus que les compétences d'un expert comptable et va nécessiter entre autres un expert comptable, mais aussi des avocats, des banques. C'est une transition qui est un peu complexe. Et ce qu'a voulu faire Violaine intelligemment, c'est de simplifier tout ce montage, car si on le fait soi-même en allant voir chacun des interlocuteurs, c'est quelque chose qui peut être très chronophage, qui va prendre beaucoup de temps. À côté du boulot, c'est complètement impossible à faire. Et ce qu'elle a décidé de faire, et où j'ai eu la chance de pouvoir m'associer, c'est quelque chose de packagé qui fait cette transition. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des différences majeures qu'il y a entre l'entreprise individuelle et la CELARL. Qu'est-ce que c'est une CELARL? Tous les avantages que ça a par rapport à l'entreprise individuelle, mais aussi ensuite comment on bénéficie au mieux de son cabinet une fois qu'il est passé en CELARL, et d'autres points qu'on pourra voir ensuite, des points que j'irai voir sur le blog. On a un blog qu'on a commencé à alimenter avec des points qui sont vraiment intéressants et qui ne concernent
que les professionnels libéraux. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer déjà ce que c'est que l'entreprise individuelle et ce que c'est que la CELARL. L'entreprise individuelle, tout simplement, c'est avoir l'ensemble de son entreprise sur ses épaules. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à côté de vous une société, c'est vous-même en tant que personne, êtes vous-même votre entreprise. Ça veut dire qu'il n'y a pas en entreprise individuelle de séparation des patrimoines. Vous avez vos crédits personnels et vos crédits personnels, tout est, je prends les crédits comme exemple parce que c'est le plus frappant, mais tout est sur votre tête. Quand on est une CELARL à côté, c'est comme une SARL en fait, hein, c'est l'équivalent de la SARL, c'est une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Et ben, on a soi-même de son côté ses crédits personnels, sa maison, sa voiture, et de l'autre côté, son entreprise, donc l'entreprise, son local, son mobilier, etc., etc. Et du coup, on fait une vraie séparation entre les deux, et c'est déjà très important à ce niveau-là, dans le sens où, si on a un souci, donc la séparation des patrimoines, c'est là que c'est important, si on a un souci d'un point de vue personnel, ça n'affecte pas l'entreprise, au même titre, et c'est là l'intérêt d'avoir une société à responsabilité limitée. Et là, on va en parler justement parce qu'on est en pleine crise en ce moment. Il pourrait y avoir des cabinets qui sont en difficulté aujourd'hui. Le fait d'avoir une société à responsabilité limitée, si demain un cabinet devait s'arrêter parce qu'il ne pouvait plus payer ses créances, parce qu'il était en difficulté, lors d'une liquidation, quand le cabinet s'arrête, la personne n'est pas affectée. Ça, c'est très important. Si le confinement devait durer encore 1 an, j'espère pas, mais si ça devait durer, liquider une société, c'est possible. Alors que liquider une personne, c'est pas possible. On doit forcément rembourser toutes les créances. Alors que quand on liquide une société, ben, les créances partent en liquidation, il n'y a plus d'argent, terminé, et on arrête l'entreprise. Donc, ça n'affecte pas la personne. Comme j'ai un peu de temps, j'en profite pour raconter une histoire qui n'est pas très rigolote, mais c'est une des raisons qui fait qu'on a un troisième associé avec nous, qui est un médecin, qui est inscrit qui a 5% de notre entreprise avec nous, qui a un ami à lui qui est médecin aussi, qui n'a pas de chance, qui a une tumeur au cerveau, et qui sait qu'il va ne plus être là dans les années à venir. Malheureusement, tous les crédits qu'il avait pris en pro vont largement impacter sa famille. Il aurait été en CELARL, comme il sait qu'il va décéder, hein, malheureusement c'est comme ça, il aurait pu liquider la société, terminer, j'arrête tout, et puis ne pas être impacté. Voilà. Donc ça, c'est une des premières choses importantes. On m'entend bien ? Ouais, c'est bon. Là, Okay. moi j'entends bien. Okay. Ouais. Ouais, nickel. Parfait. Donc là, pour faire la première chose importante, c'est la séparation des patrimoines. La seconde chose importante, et la grosse différence majeure qui va intéresser la plupart des gens, c'est la partie économique et fiscale. Quand on est en entreprise individuelle, pour se verser des salaires, comment ça marche ? On fait un chiffre d'affaires à l'année. Donc, je prends l'exemple de 100 000 euros de chiffre d'affaires pour avoir un chiffre concret. Si je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année et que je paye mes charges hors charges sociales, admettons 50 000 euros pour l'exemple, il me reste 50 000 euros. Quand je suis en entreprise individuelle, je suis obligé de me verser ces 50 000 euros en salaire. Donc, je vais payer les cotisations sociales sur deux échelons et l'impôt sur le revenu. En général, c'est entre 50 et 70% qui partent aux impôts. Donc, il n'y a rien de plus taxé aujourd'hui que les salaires. Quand on est en CELARL, on a le choix de prendre une partie de cet argent-là et de le garder en trésorerie, vu qu'on a une société à côté. Et la trésorerie, par contre, est imposée à 15%, jusqu'à 40 000 euros. Du coup, on va rester jusqu'à l'exemple jusqu'à 15%, jusqu'à 40 000 euros. Il vaut mieux mettre de l'argent de côté imposé à 15% qu'en récupérer pour soi imposé à 60%. C'est une évidence. Et donc, évidemment, l'intérêt de la CELARL, c'est pouvoir, à un moment, si on a la possibilité de le faire, réduire un peu ses salaires. Admettons, si on a justement, on revient à l'activité de Mickaël, des revenus à côté qui permettent de vivre correctement et qu'on peut baisser les salaires de l'activité professionnelle libérale, mettre de côté de l'argent sur la CELARL qui est beaucoup moins imposé. Et on verra plus tard comment le réinvestir. Il y a des façons de le faire pour utiliser cet argent de plusieurs bonnes façons. Et donc, du coup, l'intérêt de faire une transition en CELARL, c'est de se racheter son entreprise individuelle. Et c'est là le montage Medoptim finalement qu'on a créé avec Violaine. C'est se faire racheter son entreprise individuelle par la nouvelle CELARL qu'on va créer. Donc, qu'est-ce que c'est ce rachat ? On crée la nouvelle CELARL. Les experts comptables vont estimer la valeur de l'entreprise individuelle. Généralement, 75% du chiffre d'affaires. Une entreprise à 100 000 euros vaut à peu près 75 000 euros, plus ou moins. Ça va être des fois 90 000, des fois 60 000, ça dépend de plein de choses. On va toujours essayer d'aller vers le haut. Pourquoi ? Parce que ce rachat d'entreprise est imposé entre 0 et 30%. Donc, le rachat d'entreprise va faire que la personne, le professionnel sur son compte personnel, va toucher à la fin du montage, s'il fait 100 000 euros, à peu près 75 000 euros. S'il fait 200 000 euros, à peu près 130 000. C'est une question d'imposition. En tout cas, c'est des
des sommes importantes d'argent qui vont être soutenues, qui vont être sur un crédit que va rembourser la CELARL. Et comme la CELARL est beaucoup plus optimisée économiquement parlant, c'est complètement indolore. Et comme cet argent qu'on va toucher directement est n'imposé qu'entre 0 et 30%, évidemment, il vaut mieux avoir l'argent qui est imposé entre 0 et 30% sur un rachat d'entreprise que se faire des salaires imposés entre 50 et 70%. Donc la transition en CELARL est quasiment toujours un bon montage. On fait toujours une étude, nous, on verra sûrement à la fin, on fait toujours une étude, une pré-étude pour rassurer les personnes avec qui on va travailler que le passage en CELARL est intéressant, mais c'est quasiment tout le temps un bon montage, si ce n'est sur les très petits cabinets. Je vais dire, j'ai une amie à moi qui est orthophoniste, j'ai regardé, mais elle faisait un chiffre d'affaires de 30 000 euros par an. Il n'y a pas d'intérêt, elle va prendre l'argent qui lui reste en salaire tous les mois et ça n'aura pas de vrai intérêt de faire une transition en CELARL, de rembourser un crédit. Mais sur des cabinets de kiné, par exemple, ou de podologue, vu que je prends par rapport aux conférenciers, oui, c'est quasiment toujours intéressant. Donc, ça, c'est les trois vraies raisons de distinction entre les deux modèles. C'est ces trois points-là, le rachat, la séparation de patrimoine et l'imposition des économies. Donc, je vais venir maintenant sur un point qui est, pardon, je vais m'arrêter là. Est-ce que quelqu'un aurait des questions déjà sur cette première partie? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais. Est-ce que vous avez des questions là, du coup, là, par rapport à tout ce qu'a expliqué François? Pour le moment, très bien c'est pour ma part. Ouais, c'est bon? C'était clair? Oui, Parfait, bien parce que François. T'as été bon, François. T'as été bon. Comme normalement, j'appelle les gens au téléphone et que je les embête un petit peu, et j'essaie de faire ça un peu rapidement, mais là, je prends bien mon temps pour expliquer, c'est plus pratique. Je vais faire que ça finalement maintenant. Que des webconférences. Moi aussi, pareil. Moi, je sors plus de chez Ouais. moi, je fais que ça maintenant. Pareillement. J'arrête C'est toute bien vie sociale. Alors, parmi les questions que vous auriez pu poser, comme on pose souvent quand même en général, qui déjà d'entre vous était au courant que ça existait les CELARL et qui avait déjà été sensibilisé et qui a déjà entendu mon discours que je viens de dire à l'instant ou qui tombe un peu des nues et se dit mais comment c'est possible que je ne sois pas au courant? alors nous, on ne connaissait pas. D'accord. D'accord. Moi, personnellement, je connaissais, mais je n'avais jamais eu les tenants et les aboutissants concrètement et savoir ce que ça pouvait nous apporter. Ouais. Mais je savais que ça existait. J'ai toujours eu l'impression que c'était pas forcément. C'était kiff-kiff avec le fait d'être en individuel. Ok. Ok. Alors, c'est souvent ce que disent les experts comptables. C'est pas par mauvaise foi ou manque de connaissances. C'est parce qu'on va vers de la fiscalité, vers des choses qui des fois vont plus loin un petit peu. Je ne vais pas dire que leurs compétences, mais que leur angle de vision. L'angle de vision, je dis pas tous les comptables. Typiquement, j'ai oublié son prénom, la comptable du groupe. Célia? Célia. Oui. Célia, dans le groupe du coup dans le business, j'ai oublié le nom, excuse-moi, Hippocrate Business Club, il y a une comptable. Chez elle, par exemple, tous ces professionnels sont en CELARL depuis longtemps. Donc, c'est une question s'il y a des comptables qui ont tous compris que non, il ne faut pas rester en entreprise individuelle, c'est un mauvais véhicule juridique. C'est toujours plus intéressant d'avoir le choix de garder de l'argent de côté ou de ne pas le garder de côté. Si je veux tout mettre en salaire à la fin d'année, tant pis, je garde tout en salaire. Mais si je veux en mettre de côté, j'ai le choix. C'est quand même mieux d'être imposé à 15% qu'à 70%. Et ça, je veux dire, normalement, tous les comptables devraient le dire. Donc, il y a des comptables avec qui on arrive à bosser. Il y en a qui disent oui, vous avez raison, il faut le faire, mais on n'a pas eu le temps parce que c'est beaucoup de boulot. Et ils n'ont pas tout le montage en main. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils ne le font pas, parce qu'ils ont souvent inscrit par habitude dans l'entreprise individuelle. Et faire tout ce travail-là les dépasse, donc ils ne vont pas le faire. Donc aussi, on travaille avec les comptables justement pour les aider à faire cette transition. Et on fait toute la partie qui n'est pas la leur. Les comptables dans le montage, eux, ne font que deux choses. La valorisation de l'entreprise individuelle pour faire le rachat ensuite. Il faut dire à la banque combien ça coûte pour pouvoir la racheter. Et le bilan prévisionnel de la CELARL pour aller dire à la banque, regardez, ce cabinet sera tout à fait sain en remboursant un crédit. Les banques ne prennent pas de risque. Donc évidemment, il faut que tout le monde ait validé le projet pour se dire oui, c'est un bon projet pour le cabinet. Donc, il faut aussi un bilan prévisionnel. Mais tout le reste du montage, évidemment, dépend de nous en interne pour gérer absolument tous les prestataires légaux avec qui on travaille. Les avocats font la partie juridique, création, les liaisons avec le greffe, création des statuts à chaque fois et tous ces documents-là. Et nous, on est là, en fait, l'idée de Medoc Team, c'était d'être un point charnière pour dire on s'occupe de tout, vous occupez de rien, continuez à travailler, vous nous fournissez quelques documents et après, le reste est pris en main par nos équipes. Donc,
Ça dépend des comptables. En vrai, pour la petite histoire, j'ai aussi des comptables qui vraiment ont eu du mal à accepter le fait que c'était plus intéressant pour leurs clients. Donc, il y en a qui vont dire aussi, oui, non, ne le faites pas. J'ai vu des comptables fournir des faux chiffres sur des faux prévisionnels pour montrer que ce n'était pas intéressant de passer en CELARL. J'ai conseillé à ces personnes de changer de comptable et c'est ce qu'ils ont fait derrière par la suite. La CELARL ne présente aucun désavantage si ce n'est un peu plus de comptabilité. Donc attendez-vous peut-être à payer quelques dizaines d'euros de plus de comptable par mois parce qu'il y a une comptabilité qui est un tout petit peu plus soutenue mais qui ne change rien pour le praticien. C'est uniquement le comptable qui a un peu plus de boulot. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils ne font pas les transitions parce que s'ils ont des dizaines et des dizaines de clients qui doivent augmenter comme ça, ils n'ont pas trouvé peut-être un modèle économique intéressant pour eux. Je généralise pas évidemment, c'est pas tout le monde, c'est vraiment au cas par cas, voilà. Mais en tout cas, c'est pas incohérent non plus qu'ils en aient pas parlé avant. Les charges ont augmenté dans le temps aussi, l'imposition aussi. Là cette année, les retraites vont augmenter de 14%, c'est énorme. C'est le bon moment pour commencer à réfléchir à oui, maintenant se faire moins imposer et mettre de l'argent de côté et savoir comment réinvestir cet argent-là, c'est au moins se pencher dessus, c'est pas inintéressant. Voilà. Donc après, des fois, effectivement, j'ai des clients à qui je propose, soit ils veulent racheter chez leur comptable, il n'y a aucun souci, soit on fait le montage avec les comptables, soit on le fait sans leur comptable et le comptable récupère la nouvelle CELARL, ils savent très bien gérer une CELARL sans aucun souci. J'ai un comptable qui a refusé de garder son client s'il passait en CELARL. Ça m'est arrivé, donc j'étais assez surpris. Donc il est parti chez du coup mon expert comptable avec qui je travaille, c'est le cabinet MRP qui chez lui pareil n'a pas d'entrepreneur individuel depuis longtemps et c'est ce qui m'a motivé à bosser avec eux sur le projet, outre le fait que c'était mes comptables et que je m'entends très bien avec eux et qu'ils bossent bien. Voilà. Des questions? Alors ouais, moi juste, mais je pense que tu vas peut-être y venir après, parce qu'en fait le but c'est de pas sortir la trésorerie que tu as dans la société, parce que sinon tu es d'accord que tu payes une flat tax de 30% si tu sors Alors, l'argent de la société. tu parles en dividende. En dividende, ouais. Voilà. Alors, l'argent de la société. Alors, en fait, ouais. Là, du coup, si tu sors l'argent, finalement, tu es doublement imposé parce que tu vas payer à la fois ton IS plus ta flat tax, donc tu vas être lourdement imposé si tu sors du Alors, en fait, dividende. quand tu fais des dividendes, oui. Les dividendes ne sont pas intéressants, c'est là. Et là, c'est tout l'intérêt j'allais venir après, effectivement, de comment réutiliser l'argent de la CELARL. Alors, l'intérêt, non, mais tu as raison, parce que finalement, c'est la transition que j'allais faire. C'est assez logique de se demander, oui, c'est bien d'avoir l'argent de côté qui est imposé qu'à 15%, mais si je m'en sers pour faire des salaires après, ça n'a aucun intérêt, vu que je repaye les mêmes tranches d'imposition qu'avant. Donc, comment on va servir de cet argent-là pour mieux l'utiliser que de se faire des salaires? Il y a plusieurs façons de le faire. Bon, la première chose à se dire, c'est que comme on vient de se racheter l'entreprise, on vient de toucher, si on vient de toucher 50 ou 100 000 euros net d'impôts d'un coup, on peut se permettre de baisser ses salaires pendant un petit moment. C'est-à-dire qu'on peut se dire que cet argent-là va servir en partie à réinvestir, par exemple, dans de l'immobilier et développer son patrimoine personnel. Et de l'autre côté, garder une partie importante pour avoir un coussin personnel en se disant c'est bon, j'ai 30 000 euros de côté, je peux voir venir, j'y touche pas, je suis tranquille. Et puis, je baisse mes salaires tous les mois un petit peu parce que mon argent de côté me permet de vivre correctement. Donc pendant 1 an, 2 ans, je mets de l'argent de côté sur la CELARL. Cet argent est mis de côté sur la CELARL, il y a plein d'idées. Les premières idées, ça peut être déjà garder aussi un coussin de sécurité sur la CELARL. Ça, c'est la première chose. On voit en ce moment les difficultés qu'on a aujourd'hui. Si on a de côté mis 20 000 euros, 30 000 euros ou 50 000 euros sur sa CELARL, c'est beaucoup plus facile de payer les traites, de payer les imprévus comme aujourd'hui, que si on n'a que l'argent personnel qui a déjà été imposé à 70%, qu'on a à réinvestir dedans, qui n'est même pas du réinvestissement, c'est son argent personnel. Donc déjà, c'est déjà plus sécurisant d'avoir cet argent qui n'est pas beaucoup imposé de côté. Mais ce n'est pas du réinvestissement. Il y a plusieurs façons de récupérer l'argent et de s'en servir de façon intelligente. La première, le plus évident, c'est si on n'est pas propriétaire de son local immobilier dans son entreprise. Il y a beaucoup de kinés qui ne sont pas propriétaires de leurs locaux. Donc, l'intérêt, ça va être de l'argent qu'on met de côté sur la CELARL, en profiter derrière. Une CELARL peut détenir des parts d'une SCI. Donc là, on arrive à repartir sur l'immobilier. C'est une des choses pour lesquelles on a pensé. Il y a plein de façons de récupérer l'argent et d'en profiter. Il y a plein d'investissements à faire. Mais ça, c'est une des façons de s'en servir.
une SCLARL peut avoir des parts dans une SCI. À partir du moment où la SCI détient au moins un bien qui soit en relation avec la SCLARL. Ça va pas être dire, il faut avoir au moins que la SCI détienne, admettons, les murs de l'entreprise, donc du coup, du cabinet. À partir du moment où vous avez la SCLARL qui détient des parts du cabinet de la SCI, enfin de la SCI qui détient le cabinet, ensuite, elle peut investir de l'argent dans la SCI. Elle peut avancer de l'argent à la SCI. Donc, vous mettez de l'argent de côté sur la SCLARL. Mettons, sur 5 ans, j'ai mis 100 000 euros de côté sur ma SCLARL. Et puis, ces 100 000 euros, je me dis, ben, finalement, 80 000 euros, je vais les réinvestir dans l'immobilier. Eh ben, ma SCLARL a tout à fait le droit, en apport en compte courant, donc ma SCLARL peut avancer 80 000 euros à la SCI, qui sert de l'argent comme elle veut. Elle peut s'en servir pour acheter l'immobilier à côté, développer le patrimoine personnel, tant qu'elle détient au moins une activité en relation avec l'activité. Ça peut être les murs, ça peut être une salle d'archivage, on peut aller très loin. Je veux dire, légalement, on peut faire tout et n'importe quoi parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, en pratique, un des intérêts qu'on pourrait trouver, c'est effectivement l'argent qui est mis de côté s'il n'a pas servi. Donc, s'il a servi à des moments pour développer le cabinet, j'en ai pas parlé d'ailleurs, c'est un des intérêts, c'est ça aussi. Ça va être à un moment développer le cabinet parce qu'il y a cet argent qui est là de côté. Si le cabinet veut s'agrandir, si le cabinet veut avoir différentes activités, voilà. Enfin, en tout cas, ça peut permettre de développer l'activité en premier lieu. Mais à côté, il y a effectivement plein de façons d'utiliser l'argent qui est mis de côté. L'immobilier en est une. D'autres choses après à penser, évidemment, mais pour l'instant, on s'est vraiment orienté là-dessus, vu que c'était le plus évident, ou le développement du cabinet. Il vaut mieux avoir l'argent de côté, avoir plein de trésors de côté pour faire exploser le cabinet et après augmenter ses salaires parce qu'on a un cabinet avec des associés qui travaillent dedans, etc., avec quelque chose qui est plus conséquent, que de ne pas le développer. Parce que ça, c'est important. Et alors moi du coup là j'interviens juste là. Donc là, si j'ai bien compris, si tu sors du coup donc l'argent de la CELARL, donc soit tu peux le sortir soit en salaire, soit en dividende, un peu comme pour les SCI à l'IS ou autre. Ouais. Donc là du coup, quand tu sors en dividende, donc si j'ai bien compris, tu vas être imposé à une flat tax, c'est ça, de 30%. C'est ça en fait? Sur les dividendes, sur une CELARL, alors le plus intéressant, ça va être, enfin, les dividendes ne sont pas forcément très intéressants. C'est pas beaucoup plus intéressant sur une CELARL de faire des salaires que des dividendes. Mais en fin d'année, on peut faire des dividendes effectivement qui vont être imposés à 30%, plus des couches de cotisation sociale. D'accord, À l'arrivée, ça va pas faire un gros changement par rapport à des salaires, mais ça peut être un peu plus intéressant. J'aurais besoin de ça, de l'expert comptable qui n'est pas là pour dire exactement au cas par cas. Mais au cas par cas, oui, ça peut être plus intéressant de faire des dividendes en fin d'année. Oui, tout à fait. Excusez-moi, bonjour Violaine, je me permets juste de compléter ce que dit François, c'est en fait quand on arrive à du cas par cas, le conseil est ensuite repris par soit les experts comptables, soit le conseiller en gestion de patrimoine, soit les avocats avec qui on travaille. C'est-à-dire que nous, on fait vraiment l'information générale et on s'occupe de l'équipe et on fait tous les transferts et les relations entre tout le monde. Après, quand quelqu'un veut savoir s'il y a son cas particulier, au bout de 2 ans, c'est plus intéressant pour lui de se verser des dividendes, il est évident que du coup, c'est validé par les experts comptables. Enfin, là, du coup, comme on se projette, on ne peut pas dire oui ou non maintenant sans information. Pardon. Excusez-moi pour le retard, j'avais un problème avec mon ordinateur. Pas de souci. Après, pas de souci. c'est aussi pour ça qu'en fonction des profils des personnes, on va toujours proposer en même temps qu'on démarre. Il faut savoir comment on travaille aussi, j'en viendrai à la fin, mais à chaque fois, on propose aussi une étude patrimoniale pour voir comment la plus-value va pouvoir être investie. Parce qu'il n'y a pas que l'argent de la CELARL, il y a la plus-value quand même déjà qui est déjà une grosse somme d'argent qui va pouvoir développer le patrimoine personnel. Donc en même temps, c'est intéressant de se dire qu'est-ce que je fais maintenant que je viens de créer ma CELARL, je viens de toucher une grosse somme d'argent, j'ai créé une CELARL, je pourrais investir cet argent-là, mais on peut faire une projection aussi avec un conseiller en gestion de patrimoine sur les années à venir, l'argent qu'on met de côté sur la CELARL, refaire un investissement, etc., etc. Donc, il y a plein de choses qui sont à penser. En fait, le gros intérêt de la CELARL, pour répondre à ta question, c'est surtout d'avoir le choix. J'ai le choix de oui ou non me prendre l'intégralité de mon BNC en salaire. Voilà. Donc là, au moins, ça ouvre les portes à est-ce que je peux en faire autre chose ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des professions réglementées. Donc, évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent d'une CELARL. On ne peut pas acheter un appartement et le louer à des particuliers comme ça. Mais, comme j'ai expliqué, il y a des façons de le faire. Il y a des façons de le faire en utilisant l'argent et en l'amenant dans une SCI, par exemple. Donc, il y a des choses qui sont complètement ouvertes. En tout cas, aujourd'hui,
En plus, ça n'empêche pas de se dire que ça pourra évoluer dans le temps. Donc, c'est toujours bien d'avoir cet argent de côté qui peut être utilisé selon les époques et les droits qui seront ouverts à venir. D'autant que l'impôt sur les sociétés va baisser encore dans les années à venir. Donc, c'est vraiment intéressant d'arrêter de tout donner à l'État sur du salaire. En fait, très concrètement, c'est nos experts comptables. Enfin, une fois que le client est intéressé par Medoptime, c'est nos experts comptables qui vont étudier ces 2035 pour établir une simulation. Et si c'est intéressant pour lui, on va le garder dans nos clients et c'est là qu'on enclenche le dossier. Si nos experts comptables partenaires nous disent que c'est pas intéressant pour lui, à ce moment-là, le client n'est pas engagé et donc ça s'arrête là. Très honnêtement, je crois pour l'instant, on n'a eu aucun cas où les experts comptables nous ont. Je sais pas, François, si on a en mémoire. Ouais. Alors, de toute façon, c'est clair que la transition est toujours intéressante d'un point de vue financier, étant donné que le rachat d'entreprise est moins taxé que les salaires. Dans tous les cas, c'est forcément intéressant d'un point de vue économique. Mais dans tous les cas, même le véhicule juridique en soi ouvre plein d'opportunités qu'offre pas l'entreprise individuelle. Donc, pour l'instant, non, aucun dossier n'a été refusé. Pour l'histoire, il y a juste une dame avec qui on n'a pas pu travailler, c'est la seule, parce qu'elle a omis de nous dire qu'elle était interdit bancaire. Donc, ça, évidemment. Ouais, oui. Okay. Donc, on avait fait le dossier et tout, mais on ne pouvait pas savoir ça. Enfin, on s'était même pas dit que ce serait possible. Donc, et à la fin, elle nous l'a dit avant qu'on aille aux banques. Bon, là, effectivement, il y a des cas où ça ne peut pas marcher, ou si le cabinet vraiment fait un tout petit chiffre, on va dire que c'est pas intéressant, mais ça va être quasiment tout le temps intéressant, sauf pour les zones franches. Effectivement, si. Sur les zones franches, on a eu un cas, un monsieur, on l'a dit que pour l'instant, ce n'était pas forcément encore intéressant parce que les droits étaient encore ouverts et du coup, il payait tellement peu d'impôts sur le revenu que la transition n'était pas forcément intéressante de suite parce qu'on n'était pas certain à 100% de pouvoir conserver les avantages de la zone franche en passant en C-large. Et même si on faisait toutes les démarches avant pour s'assurer que la personne garderait ses avantages, si par malheur, on lui enlevait par la suite, on aurait été à la base d'une transition malheureuse où on aurait payé plus d'impôts. Donc, on évite en tout cas les zones franches, à moins qu'elles soient en fin de droit. Et du coup, là, effectivement, c'est intéressant. On peut commencer à monter un dossier. Et dès que la fin de droit est arrivée, hop, on passe en C-large. Donc là, c'est le bon moment, par exemple. Est-ce que quelqu'un avait des questions déjà pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions? Mais moi, du coup, j'en ai une autre. Si en fait on ne projette pas, si on projette plutôt de rester assistant ou collaborateur, il n'y a pas de réel intérêt de monter une C-large. Je pense que je peux répondre, François, parce que je connais bien la question. Comment? Vas-y, je t'en prie. Bon, je prends. Oui, en fait, alors les kinés, c'est particulier puisqu'on en avait parlé à la conférence de Mickaël. Voilà, il y a deux statuts pour les kinés, un statut d'assistant et un statut de collaborateur, ce qui n'existe pas chez les avocats d'ailleurs. L'assistanat, vous n'avez pas le droit de développer de clientèle. D'ailleurs, c'est assez étonnant comme statut, mais bon. Et le collaborateur, vous avez le droit de développer une clientèle à côté. Donc là, il est évident qu'effectivement, votre principale source de revenus en tant que collaborateur, c'est le cabinet qui vous sous-traite. Bon, alors, en fait, d'un point de vue fiscal et social, il y a quand même un intérêt de passer en société, puisque de toute manière, c'est les chiffres en fait que regardent les banques. Donc l'intérêt, il est là, puisque ça vous permet de, comme disait François, d'avoir le choix de combien vous voulez vous verser, de combien vous voulez laisser en trésorerie, donc de combien vous voulez maîtriser, enfin, ça permet de maîtriser l'impôt, combien vous voulez prendre pour vos besoins personnels et combien vous voulez, entre guillemets, épargner sur la trésorerie. Donc, c'est quand même intéressant. Après, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas ma clientèle, puisque c'est la clientèle de sous-traitance. En fait, encore une fois, si on regarde les banques, c'est la récurrence du chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'on demande en général 3 ans d'exercice minimum pour s'assurer que l'activité est viable. J'ai même tendance à dire qu'en fait, quand vous êtes collaborateur, vous avez des rentrées d'argent certaines. Donc, c'est encore plus sécure que quand vous êtes tout seul. Maintenant, là, on parle vraiment des professions médicales et paramédicales puisque c'est des rétrocessions différentes. Il est évident qu'un avocat qui est collaborateur n'a dans 90% des cas, pas de réel intérêt à passer en société d'exercice. Hein. En tout cas, pour les médicaux et paramédicaux, donc ce que fait Medoptime, là, on est sur des cas où, dans la plupart, quasiment tous les cas, c'est intéressant, sauf, on va dire, en dessous de 80 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas forcément nécessaire, quoi. Comme disait. On regarde toujours au cas par cas. Alors, l'intérêt, par contre, en dessous de 80. Alors, si, il y a l'intérêt quand même de faire la transition, c'est uniquement le rachat du. Enfin, il y a deux choses. L'effet déjà d'avoir le choix, c'est quand même une bonne chose dans tous les cas. Le fait de pouvoir maîtriser, comme disait Violaine, sa fiscalité, c'est toujours mieux que de ne pas pouvoir la maîtriser. Sur les cabinets qui font moins de 90 000 € de chiffre, il n'y a aucune imposition sur l'achat d'entreprise. Donc, c'est de l'argent
qui est pareil, qui est taxé à 0. Donc, il vaut mieux se racheter son entreprise pour, on va dire, 80 000 euros ou 70 000 euros qui sont nets d'impôts et s'en servir du coup à la place des salaires qui sont imposés de fou. C'est beaucoup mieux d'avoir cet argent-là qui est beaucoup moins imposé. Donc, dans le pire des cas, le rachat est intéressant et d'avoir le choix d'utiliser son argent comme on veut est aussi intéressant. Donc, même là, c'est intéressant. Mais après, encore une fois, on regarde quand même au cas par cas pour être sûr que ça restera intéressant. Je dirais presque que c'est peut-être même ceux qui sont le moins intéressants, c'est ceux qui vont être entre 120 000 et 150 000 euros de chiffre d'affaires parce que du coup, ils vont payer 30% de flat tax. En fait, la taxe, c'est 0 en dessous de 90 000. C'est des tranches entre 90 000 et 120 000 et 30% de chiffre d'affaires annuel et 30% au-dessus de 120 000. Donc, du coup, les tranches qui sont juste au-dessus de 120 000, effectivement, il faut voir au cas par cas si c'est intéressant. Mais voilà, et ça, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, en fait, une fois qu'on reçoit la souscription du client, on envoie nos experts comptables à nos avocats qui valident. Et s'ils valident, ensuite, c'est bon. S'ils nous disent que le client, c'est pas intéressant pour lui, on ne prend pas. Voilà. Sachant que, juste pour reprendre un peu de l'information basique, entre guillemets, quand vous êtes un jeune praticien, et que vous n'êtes pas encore immatriculé, vous pouvez tout à fait vous immatriculer en société d'exercice immédiatement. Quand ça n'a pas été fait, il y a 3 solutions. Une qui est illégale, donc évidemment, voilà, faut pas je déconseille de la faire. Je connais des gens qui l'ont fait parce qu'il y avait un manque d'informations. Non, mais c'est juste fermer sa boîte. En gros, fermer votre siret, le radier et ouvrir une société et transférer le fonds. Bon, ça, il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a un transfert de valeur, en fait, et donc du coup, faut pas le faire sans ouais. Voilà. L'autre solution qui existe, mais que Medoptime ne fait pas, parce que ce n'est pas nécessairement intéressant pour les volumes de chiffre d'affaires que font les médicaux et les paramédicaux, c'est l'apport du fonds libéral. C'est-à-dire que ce n'est pas une vente, c'est j'apporte mon fonds, entre guillemets, gratuitement à ma nouvelle société, donc je ne touche pas de plus-value, mais donc je n'ai pas de crédit. Donc ça va être intéressant notamment pour les avocats, quand on vient de s'installer, je pense à Charles, et donc du coup on attend de voir venir comment ça va évoluer. L'apport du fonds libéral peut être intéressant et beaucoup, donc du coup n'est pas du tout lourd puisque l'apport se fait sans crédit, mais l'autre côté c'est que vous n'avez pas de plus-value. La dernière chose qu'on fait nous du coup c'est la vente du fonds à la nouvelle société, et donc ça, si vous voulez, le crédit qui est négocié avec les banques est en général à un taux assez bas, qui permet en fait l'économie de charges sociales que vous allez réaliser et d'impôts est plus élevée que le crédit. Donc en fait, du coup, c'est indolore. C'est-à-dire que vous continuez à rembourser le crédit qui a racheté votre fonds sans perdre de l'argent, puisque du coup, c'est réalisé grâce à l'économie de charges sociales. Et ça, donc, c'est validé par les experts comptables qui font un prévisionnel de la société sur 3 ans. Voilà, je ne sais pas si je suis allée un peu vite, François. Non, mais généralement, en fait, pour expliquer un petit peu, du coup, pour expliquer comment nous, on travaille, du coup, pour revalider ce que tu dis. Nous, généralement, quand on fait déjà une préétude. La préétude, on demande les dernières 2035 des personnes qui sont intéressées pour au moins qu'on leur dise oui, c'est intéressant pour vous de passer en CELAR, ou non, c'est pas intéressant pour vous. Ça, c'est pas engageant. Et on va chiffrer, en fait. On va montrer exactement aujourd'hui combien sont les revenus en entreprise individuelle et combien serait lissé sur les 7 ans de remboursement du crédit, plus la plus-value, plus ce qu'on met de côté sur la CELAR, l'argent qu'on gagnera en CELAR. Donc, au moins, on a quelque chose qui est chiffré. On peut vous dire oui, si vous passez en CELAR avec notre montage, vous allez gagner tant de plus d'argent qu'aujourd'hui. Ça, au moins, c'est quelque chose qui est effectif parce qu'on se base sur les tranches d'imposition. Ce n'est pas nous qui inventons les mécaniques. Et du coup, on peut toujours dire effectivement, bah oui, regardez, c'est intéressant. Ou non, effectivement, c'est arrivé, comme je disais tout à l'heure, ou encore une fois aussi une médecine, un médecin, une gynéco que j'ai eu à qui on a fait une étude, qui payait très très peu de charges sociales à cause d'une surdotation, je crois. Enfin, je ne sais plus pour quelle raison, mais elle payait très très peu de charges sociales. Donc, on a dit que ce n'était pas intéressant forcément aujourd'hui. Mais au moins, vous avez les cartes en main pour vous dire oui, c'est intéressant, non, c'est pas intéressant. Après, évidemment, on espère faire la transition avec vous, mais au moins, vous avez ça comme info. On demande rien d'autre que 2035, du coup, pour faire la première, au moins pré-évaluation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Moi, j'ai une question, du coup, par rapport à la valorisation de la société, là, au départ. Tu disais c'était 75% à peu près du chiffre d'affaires, c'est ça, ou c'est un chiffre fixe? C'est un indicatif parce qu'en fait, la valorisation elle est réalisée par les experts comptables partenaires de Medoptime qui se basent sur 3 ou 4 méthodes comptables, c'est-à-dire qu'ils utilisent 4 méthodes ou 3 minimum
et ils font une analyse et ensuite ils font la moyenne de ces 3 à 4 méthodes pour avoir la valorisation qui sera présentée aux banques. Donc, c'est vraiment un vrai travail de fond. Et ça ne se base pas sur une seule méthode, comme d'ailleurs dans certains cabinets comptables. Nous, on veut vraiment avoir une image réelle, en fait. Donc, pour certains cabinets, ça peut être plus et d'autres moins. Ça dépend de l'ancienneté. Ça dépend sur quoi ils sont aussi. Sur le chiffre d'affaires, évidemment. Ça dépend du taux d'emprunt. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des emprunts, je pense aux dentistes qui ont du matériel en leasing. Enfin, il y a beaucoup de paramètres. Donc, c'est compliqué de donner un chiffre comme ça. Mais c'est vrai que si on doit faire une moyenne sur tout ce qu'on voit, ça va être autour de 70-75. Maintenant, c'est beaucoup plus que les cessions qu'on voit à des tiers. Parce qu'en fait, comme il y a très peu de gens qui veulent racheter des fonds, quand on vend un tiers sur le marché, ça a tendance à dévaluer, les méthodes comptables qui sont réelles, je veux dire, qui sont vraiment, de toute façon, le client les reçoit, donc vous voyez le détail, mais quand on vend un tiers et pas à soi, forcément, vous êtes face à plusieurs acquéreurs qui, du coup, ou pas assez, justement, c'est plutôt ça, et ça a tendance à faire baisser les valorisations. Donc, c'est pour ça qu'on voit parfois des cessions à des prix qui sont complètement, beaucoup plus bas que ce que vous pouvez trouver sur des valos dans ce cadre-là. Après, c'est peut-être un peu technique. Non, mais attends, pour simple, parce qu'en fait, elle a ce défaut de l'avocate. Mais, je ne suis plus avocate, merci. Mais tu l'as été longtemps quand même. Mais bon, oui, j'ai été 6 ans et demi. Pour t'expliquer ce que font les comptables, pour valoriser l'entreprise, ils prennent le chiffre d'affaires des 3 dernières années, ils font une moyenne, et après, ils ont 4-5 techniques qui sont basées sur le chiffre d'affaires. Donc, ils vont se dire, une des techniques va dire que ça vaut 60% du chiffre d'affaires, une autre va dire 95%, une autre 80%, et en fonction du prévisionnel et selon les taxes qu'on va payer dessus et tout, ils ont tout à fait légalement, c'est comme ça que ça marche, le droit d'éliminer une ou deux ou de conserver qu'une seule méthode, qui sont les méthodes officielles acceptées par l'État et les impôts. Donc, en fonction de, typiquement, là j'ai un infirmier qui faisait 84 000 euros de chiffre d'affaires, il va se racheter son entreprise à 80 000 euros. Parce que comme il ne paye pas d'impôt dessus, il a essayé de faire une valorisation haute, et du coup, il a fait quasiment à 100% du chiffre d'affaires. Comme il ne paye pas d'impôt, c'est vrai que quelqu'un qui fait 80 quelques mille euros de chiffre d'affaires à l'année, toucher 80 000 euros net d'impôt, oui, ça fait du bien. Voilà. Et parce qu'il n'est pas endetté, c'est-à-dire que son entreprise n'avait pas de dette et qu'elle était stable. C'est pour ça qu'il y a une haute valorisation. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais généralement, comme on sait que l'argent de rachat d'entreprise est moins imposé que les salaires, et que les taux des banques aujourd'hui ne valent rien, c'est du 0,6 ou jusqu'à 1%, enfin c'est quasiment rien. C'est toujours plus intéressant d'avoir une valorisation élevée, et c'est aussi pour ça qu'on préfère travailler avec notre comptable qui a l'habitude de faire ça et qui va éviter d'avoir une valo à 40 ou 50%, qui du coup sera beaucoup moins intéressante qu'une valo à 80%. Bon, après, si je comprends bien aussi, il ne faut pas que ça dépasse 90 000, c'est ça? Sinon, au-dessus de 90 000. Ça, c'est basé par rapport à ton chiffre d'affaires. En tant que podologue, si tu vas faire plus que 120 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas obligé de le dire, mais en tout cas, selon les chiffres d'affaires, si tu fais, typiquement, on a un cabinet dentaire qui fait un très gros chiffre. J'ai un client qui fait, il est spécialisé en chirurgie dentaire, il fait 600 000 euros de chiffre. Il va se racheter son entreprise estimée à 75% de son chiffre d'affaires. Donc, tu fais le calcul, tu fais 75%, tu enlèves ensuite 30% de ce qui reste qui partent aux impôts. Donc, en gros, ça va lui faire 350 000 euros. Voilà. Donc, chaque niveau, c'est toujours intéressant de faire le montage, quel que soit, je parlais exactement de l'infirmier juste avant, c'est intéressant pour lui, c'est intéressant aussi, quel que soit le chiffre d'affaires. Simplement, comme je disais, peut-être qu'il peut y avoir quelques paliers. Ça va être un peu moins intéressant, mais toujours plus intéressant que de faire les salaires, dans tous les cas. En fait, le seuil d'exonération ne dépend pas du montant de la plus-value. Le seuil d'exonération dépend du montant du chiffre d'affaires sur les 2 dernières années. C'est une moyenne. C'est justement pour éviter les abus sur les valorisations à la hausse ou à la baisse. Donc, du coup… Parce qu'en fait, si tu disais 80 000, c'est bien, mais si au-dessus de 90, tu as 30% d'imposition, c'est… Alors, entre 90 et 120, c'est un taux dégressif. Au-dessus de 120, c'est imposable. Ouais, 30% d'imposition, comme on est d'accord que l'argent après arrive sur le compte personnel. Donc, il vaut toujours mieux avoir une grosse somme d'argent qui arrive d'un coup imposée qu'à 30% et rembourser un crédit avec un taux quasiment à zéro, que de se faire des salaires
imposé à 60%. C'est-à-dire que cet argent-là sera toujours 2 fois moins imposé que l'argent des salaires qu'on pourra faire avec la CELARL. Donc, c'est toujours Exact, mais dans tous les cas, en fait, encore une fois, c'est validé. C'est-à-dire que les experts comptables font une analyse qui permet de savoir si du coup, vous gagnez plus d'argent en passant en CELARL ou pas. Donc, en fait, dans 90% des cas, on se rend compte que oui, sauf en cas de effectivement régime d'exonération existant. Mais de toute façon, pour les personnes qui sont entre 90 et 120, c'est-à-dire qui sont au-dessus qui sont dans le taux dégressif, il y a une étude qui est faite. Et donc, si c'est pas intéressant pour eux, de toute manière, nos experts comptables nous le disent et nous, on retransmet. Souvent même, de toute façon, il y a des échanges directs entre les experts comptables et les clients, on est en copie. Mais tout ça est tout à fait transparent. Il est évident qu'on n'accompagnerait pas des clients là-dedans, ce n'était pas intéressant pour eux, dans la mesure où on n'a aucun intérêt à le faire, puisque client mécontent, mauvaise pub. Ça répond à ta question? Ouais, très bien. Ok. Il y avait d'autres questions? C'est bon, du coup? Personne n'a des questions? Alors, c'est vrai que, bon, pour faire le lien avec la rencontre avec Mickaël, c'était au début parce qu'on a un contact en commun, Thibaut, qui lui fait de l'immobilier aussi. Je discutais avec Mickaël qui, lui, est en train d'arrêter la profession, si j'ai bien compris, mais au début, j'étais allé le voir comme j'espérais client pour nous. Finalement, quand il m'a dit qu'il avait lancé son club d'investissement immobilier, nous, effectivement, il y avait une vraie corrélation avec ça parce que le réel intérêt de faire ce montage-là, c'est de toucher une grosse somme d'argent d'un coup et de le réinvestir au mieux. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on avait forcément des atomes crochus sur les personnes qu'on allait rencontrer parce que ce n'est pas juste le fait d'avoir touché 100 000 euros et puis de les mettre de côté et d'avoir sur un compte en banque, même si c'est bien aussi, ceci dit, parce qu'on n'en parle pas assez, mais mine de rien, c'est bien aussi d'avoir des sous de côté. Voilà. Donc, voilà, donc d'où cette présentation. Voilà. Et est-ce que limite, tu pourrais peut-être préciser un peu la durée du processus, parce que c'est vrai que voilà, c'est quand même un processus qui est quand même assez long, vu qu'il y a quand même pas mal d'intervenants qui interviennent. Donc voilà, est-ce que tu pourrais juste peut-être un peu comme ça décrire le processus pour une personne qui passe du coup par vos services? Alors, normalement, le montage complet prend entre 3 et 4 mois. Le montage complet nécessite évidemment des premières étapes de constitution du dossier. Donc, pour savoir, pour un professionnel libéral, ça va être un premier rendez-vous avec notre formaliste qui va lui dire les documents qu'il a à récupérer, puis ensuite une seconde fois récupérer les documents. À partir de ce moment-là, quasiment, le professionnel n'a plus rien à faire, si ce n'est signer les statuts au moment où les avocats les auront fait. Une fois qu'on a les documents qui sont récupérés, on envoie tout ça au comptable, à l'expert comptable pour qu'il puisse faire la valorisation de l'entreprise individuelle et le bilan prévisionnel de la CELARL et valider que le montage est profitable aussi bien pour la société que pour la personne. Une fois que tout ça, on a ça entre les mains, on va voir différentes banques. On n'est pas intéressé sur les banques, il faut savoir qu'on n'est pas courtier. C'est important dans l'image. On n'a pas un intérêt à aller plutôt là ou plutôt là. On va essayer de trouver plutôt quelle est la banque qui aura le meilleur intérêt, ou rester chez votre banque si vous préférez. En tout cas, le but, c'est d'aller voir les banques que vous décidez, mais surtout certaines avec qui on a des partenariats qui sont très intéressées justement plus que d'autres à avoir dans leurs clients des professionnels libéraux et qui font de meilleures offres que d'autres banques. Puis ensuite, il faut créer la nouvelle CELARL, évidemment, qui se crée par nos avocats prestataires, racheter l'entreprise également qui est faite par les avocats, arrêter l'ancienne entreprise individuelle et transférer tous les contrats vers la nouvelle société. Puis ensuite débloquer les fonds et on arrive à la fin du montage. C'est 3-4 mois. Là, ça va être plutôt 4 mois en ce moment, évidemment, parce qu'il y a tout qui est au ralenti. Et que, voilà. Mais généralement, c'est entre 3 et 4 mois, un petit peu moins si quand le vent est favorable. Typiquement, il y a aussi l'inscription à l'ordre qui est fait. Le temps peut être allongé selon la date de réunion de l'ordre. Selon l'ordre, le dentiste, c'est tous les 3 mois, je crois, par exemple. Selon certains des ordres sont plus fréquents que d'autres. On des réunions voilà. plus fréquentes Et que en toute dernière étape, Fanny, la formaliste donc de Medoptim, s'occupe de transférer les prélèvements automatiques si vous souhaitez que ce soit fait par elle, pour vous éviter de changer tous vos RIB, par exemple EDF, etc. Et à la fin, vous pouvez aussi avoir un rendez-vous, une consultation avec le conseiller en gestion de patrimoine partenaire de Medoptim pour vous conseiller si vous avez des questions. Après, le cas échéant, travaillez avec lui si vous voulez. Alors, c'est pareil d'ailleurs, la consultation avec le conseiller en gestion de patrimoine peut se faire en amont. C'est-à-dire que nous, on n'engage pas nos clients tant que les experts comptables n'ont pas validé que c'était intéressant et que tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que c'est intéressant.
Également, en amont, une fois qu'on a fait la préétude, si besoin, le conseiller en gestion de patrimoine peut vous envoyer un document à remplir qui pourra aussi vous expliquer comment au mieux investir l'argent, mais du coup, ou voir avec Mickaël si vous partez sur l'immobilier, parce qu'évidemment, c'est ce qu'il va sûrement vous proposer. Mais je crois que tu bosses aussi avec des CGP, de toute façon, Mickaël, non? Oui, tout à fait, oui, c'est ça, hein. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait là je dirais pour te présenter et pour t'intégrer aussi là dans le club, c'est que justement, en fait, je pars du principe qu'une personne qui va toucher comme ça une grosse somme d'argent et qui ne sait pas forcément quoi en faire, ça peut être un cadeau comme ça peut être un cadeau très empoisonné, quoi. Donc, c'est vrai qu'on en avait parlé. Du coup, tu touches comme ça 50 ou 100 000 euros ou plus. Si tu n'es pas préparé à les recevoir et si tu ne sais pas forcément trop quoi en faire, il est possible que tu t'en sers pas forcément bien et que tu les places pas comme il faut, tu vois. Donc, Ouais. donc c'est vrai qu'il y a cet intérêt-là aussi je pense, de se préparer quand même en amont et de se dire concrètement qu'est-ce que je vais en faire. Bien entendu, en profiter, mais aussi peut-être pas forcément, je sais pas moi, tout dilapider ou pas le gérer comme il faut, parce que c'est vrai que ça peut être aussi, je pense, le risque. La Ferrari, Donc, ouais, la la Ferrari, Ferrari, la Porsche, la le yacht, tout Ferrari, ça, quoi. Faire attention. Yes. ok. D'autres questions? Non, c'est bon. Non, c'est bon, J'ai fait à peu près le tour, je pense. Violaine, tu as quelque chose à rajouter? Bon, après, voilà, donc ce que je voulais vous dire, du coup, pour ceux qui sont professionnels libéraux en entreprise individuelle aujourd'hui, dans tous les cas, si ça vous intéresse, au moins qu'on fasse cette préétude, on demande simplement les 3 dernières 2035 et on revient vers vous dans la semaine qui suit avec une préétude de votre cabinet en CELAR. Vous aurez au moins ça entre les mains. L'intérêt un petit peu du confinement pour ceux qui ne bossent plus, qui décident de passer en CELAR, c'est justement qu'on a le temps de constituer le dossier vu qu'on ne bosse pas. Et du coup, ça peut accélérer un petit peu et à la fin du confinement, avoir ce passage en CELAR et toucher cet argent qui peut permettre de ressouffler largement et de repenser à développer le cabinet. Il y a des choses qui sont positives. Donc après, voilà, pendant les 3-4 mois de montage, l'intérêt aussi, c'est qu'on va justement en profiter pour regarder avec le CGP ce qu'on peut faire, le conseiller sur comment mieux gérer son cabinet, etc. Il y a plein de choses qui sont en cours sur MedOptim. Au départ, on s'était arrêté vraiment à faire que les transitions en CELAR, mais on s'est rendu compte évidemment, et c'est pour ça qu'on est là avec Mickaël aujourd'hui, que s'arrêter à faire que la transition, c'est pas faire le boulot complet. Et du coup, on est en train de préparer. On avait discuté de d'autres sociétés derrière qui allaient accompagner sur le long terme des boîtes à côté. Mais bon, ça c'est pourrait être une autre conférence, un de ces quatre. Et vu que c'est pas du tout prêt pour l'instant, mais aujourd'hui, ce qu'on maîtrise très bien, c'est la transition en CELAR. Donc, si ça vous intéresse, je ne sais pas comment je peux vous envoyer peut-être en email mon contact pour me faire transférer les 2035. Et je reviendrai vers vous ensuite pour en discuter si ça vous dit. Moi, de toute façon, là, ce que je ferai, c'est que je vous enverrai là tous par mail, donc le contact, là, comme ça, du coup, vous l'aurez. Aussi, le replay là, de la webconférence, comme je fais là tous les mercredis. Du coup, là, pour ceux qui débarquent juste là ce soir et donc qui ne me connaissent pas, du coup, là, moi, ce que je fais actuellement, c'est que je propose une webconférence donc offerte toutes les semaines. Vu qu'on est en confinement, du coup, faut bien s'occuper comme on peut, on va dire. Donc voilà, donc là, le but de ces webconférences, c'est vraiment de parler, on va dire, business, parler également aussi de vos projets. Moi, à titre personnel, je suis plutôt dans l'investissement immobilier, donc je suis kiné libéral à la base, et donc depuis 2010. Donc là, je suis en phase, on va dire, de fin de carrière. Là, mais je pense qu'avec le coronavirus, je vais stopper mon activité de kiné un peu plus vite que prévu. Et donc, j'investis aussi dans l'immobilier depuis 3 ans. Et du coup, là, ce que je fais, c'est que j'accompagne des investisseurs, donc principalement des professions de santé, via un club sur Bordeaux, pour les aider eux aussi à investir dans l'immobilier. Donc voilà, donc moi, c'est principalement, on va dire, ma zone de compétence, et c'est ce que je fais, c'est ce que je développe. Et via le club, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment je dirais, de faciliter la vie des futurs investisseurs immobiliers, donc notamment des professions libérales qui n'ont pas tout le temps, que ça soit de se former ou de faire les démarches ou autres, et vraiment de vous mettre en lien avec des professionnels de confiance pour vraiment que les échanges ils soient beaucoup plus fluides et que vous puissiez beaucoup plus rapidement atteindre vos objectifs. Donc voilà, donc pareil, si vous avez des questions sur le club ou autre, j'y répondrai avec grand plaisir. Là, du coup, ce n'était pas le thème de la conférence de ce soir, mais c'était juste pour préciser un petit peu ce que je fais. Donc voilà, en tout cas, voilà, moi ce que je ferai, c'est que je vous enverrai un mail après à tout le monde avec donc le replay de la webconférence et également les liens pour les futures webconférences. Je vais en faire une tous les mercredis, soit 17h30, soit 18h. Et si d'ailleurs vous avez des sujets de prédilection que vous voulez que je traite,
Là, j'en ai fait une donc avec une expert comptable, Célia. C'était sur tout ce qui était fiscalité immobilière. La semaine dernière, c'était sur les crédits immobiliers. Là, j'ai voulu faire celle-là ce soir, du coup, avec Medoptim, avec François et puis Violaine. Donc voilà, si vous avez d'autres sujets qui peuvent vous intéresser, vraiment profitez-en, parce que là, je pense qu'on va être confiné encore un petit moment. J'espère pas trop longtemps, mais je pense qu'on en a encore pour au moins quelques semaines. Donc voilà, on peut vraiment parler de tout, projet immobilier, comment trouver des biens intéressants, comment bien faire des recherches, qu'est-ce qu'il faut voir quand on fait des visites. Enfin voilà, moi, ma zone de compétence est vraiment là. Donc voilà, si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent sur ce sujet de l'immobilier, voilà, vous êtes les bienvenus pour me poser toutes vos questions. Donc voilà, est-ce que vous avez peut-être des petites questions encore là, avant qu'on se quitte, avant l'apéro, le vrai? Il y en a dans le chat, je crois. Mais... Hein? Question dans le chat. Le chat? Ah oui, alors attendez. Ambre qui dit comment êtes-vous rémunéré? Donc ça c'est pour Medoptim, je suppose. Juste si tu peux. Hein? Vas-y, Oui, tout à fait. coup. C'est vrai, ouais, j'en ai pas parlé. Alors, faut savoir que le Medoptim ne demande aucune avance à aucun moment pendant tout le montage. Nous, en fait, on rajoute notre coût sur le crédit qui va être remboursé lors du rachat de l'entreprise. C'est un coût de 119 € par mois sur le crédit à rembourser. Voilà. Donc, sur un crédit de 7 ans. Donc, comme on a vu, on a fait un montage qui est complètement indolore. Ça nous permet de payer les experts comptables et les avocats prestataires qui sont principalement le plus gros coût de Medoptim, ainsi que derrière notre formaliste qui travaille chez nous, puis derrière nous pour notre travail, et derrière tous les frais d'inscription, les différents courriers, l'annonce légale, etc. Tout est compris, en fait, c'est une offre qui n'est pas packagée. Donc, ça nous permet de faire absolument tout le. Quand on fait d'ailleurs l'estimation, savoir si c'est intéressant, c'est en comprenant les coûts de Medoptim, est-ce que c'est intéressant de passer en C-large avec notre coût incorporé évidemment. Mais bon, comme on parle de 119 € par mois, évidemment, c'est complètement indolore sur une C-large qui est bien plus optimisée qu'une entreprise individuelle. On ne se rend même pas passer. Ok, ça marche. Encore une petite question. Ok, très clair, c'est bon, elle a dit, ouais. Elle a dit ok, très clair, super. Si c'est très clair, tout est bon. Est-ce que vous avez une petite question encore avant qu'on se quitte? Tout est bon? Juste une petite dernière, Mikey. Yes. Sur les 2 dernières semaines que tu as faites, il y a moyen de les revoir ou pas, les confs? On verra, ça peut se négocier. On en discutera en off si tu veux. On verra. Ok, ça me va. Yes, concernant carrément. Medoptim, vous pouvez trouver toutes les infos. Il y a François l'a dit, mais effectivement, sur medoptim.fr, vous avez un onglet article, ou je crois que c'est article le titre. Oui. Et dedans, vous avez pas mal d'informations sur qu'est-ce qu'une société d'exercice, enfin, des informations d'ordre général, également sur comment investir sa trésorerie. Voilà, et il y a aussi un petit mot sur le Covid-19 avec les aides proposées par l'État pour ceux qui ont une baisse de chiffre d'affaires. Sur le passage à la retraite aussi, on en a parlé? Alors, l'article n'est pas encore en ligne, mais il va être en ligne. Ouais. Ok, d'accord. Ok, ça roule. Ouais, le blog est intéressant. Pour l'instant, il y a 6 articles dessus. On a une quarantaine de thématiques, je crois, à traiter. Donc, c'est vrai qu'on va souvent l'alimenter. Donc, n'hésitez pas à retourner le voir. Et donc ça, là, le blog, ça, on le trouve là sur votre site, c'est ça? En direct? Sur medoptim.fr, tu as un onglet article. Ça marche. Ouais. Voilà. Ok, cool. Parfait, ça. Ok, nickel. Bon, mais du coup, je pense qu'on est bon. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour cette présentation. Et merci à tous pour votre participation. Merci, merci Mickaël. Merci l'équipe Medoptim. Super. Merci Mickaël. Avec grand plaisir. Et puis, on se tient au courant pour la suite. Donc, prochaine webconférence, mercredi prochain. Et d'ici là, bon apéro pour ceux qui vont boire un coup. Et prenez bien soin de vous surtout. Et voilà, à très bientôt. Merci à tous. Ciao. Ciao. Salut.